Je m'appelle Odilus Braswell. J'ai 62 ans. J'ai passé 28 ans comme interprète auprès des tribunaux fédéraux, sous contrat avec le ministère de la Justice, DOJ. Le français a été ma principale langue de travail pendant 19 de ces années. Je me suis tenu à 1 mètre des accusés, des témoins et des avocats lors des procédures fédérales, et j'ai traduit chaque mot avec une précision chirurgicale. Je sais à quoi ressemble la tromperie dans 2 langues. Ce soir-là, au dîner, je l'ai entendu dans une seule. Ma belle-fille Lachelle fréquentait l'UCN Marrone depuis 6 mois. Quand elle m'a dit que ses parents prenaient l'avion depuis la France spécifiquement pour nous rencontrer, j'ai repassé ma jolie robe et je me suis dit de me montrer ouverte. Lachelle méritait cela. Elle avait traversé assez de pertes pour une seule vie. Et la façon dont elle parlait de l'UCN, la façon dont tout son visage changeait, je voulais que ce soit réel pour elle. Je le voulais sincèrement. Le restaurant était un endroit chic de Jacksonville. Nappe blanche, lumière tamisée, le genre d'endroit où les gens se montrent sous leur meilleur jour. L'UCN est arrivé le premier avec l'aile, et je dois dire que cet homme est raffiné, poignée de main chaleureuse, sourire facile. Il regardait l'aile de la même manière qu'un homme regarde quelque chose qu'il a choisi avec soin. J'ai remarqué cela. Je l'ai enregistré. Armand et Sylvéon Marchand sont arrivés 7 minutes plus tard. Armand était grand, les cheveux argentés, impeccablement vêtu. Sylvéon était de cette élégance qui prend des décennies à se construire. Ils ont enlacé l'aile comme s'ils l'avaient toujours connue. L'ambiance à la table semblait chaleureuse, détendue. Je me suis laissé respirer. Si vous regardez cela tard dans la nuit et que quelque chose vous semble déjà suspect, c'est que vous êtes attentif. Laissez-le en commentaire. Je veux savoir qui veille avec moi. En l'espace de 20 minutes, Sylvéon a commencé à parler à Armand en français. Doucement au début, comme le font les gens lorsqu'ils supposent que la conversation n'appartient qu'à eux. J'ai gardé un visage neutre. J'ai tendu la main vers mon verre d'eau. J'ai écouté. Elle a dit que l'aile était parfaite, plus confiante qu'il ne l'avait anticipé. Elle a dit que les choses avançaient sans accroc, plus facilement que prévu. Elle a mentionné de la paperasse et des questions de timing. Elle a dit qu'une fois le mariage établi, tout le reste deviendrait plus simple, plus propre. Elle a fait une plaisanterie discrète sur le fait que certaines femmes signent des documents plus rapidement lorsqu'elles croient que l'amour est déjà acquis. Puis Armand a dit quelque chose d'assez bas pour que je manque presque de l'entendre, 18 mois et plus sûr. Il a hoché la tête une fois. Pas de conflit, dit-elle doucement. Pas d'attention inutile. D'ici là, elle signera tout ce qu'on lui présentera. J'ai posé ma fourchette. Pas sous le coup du choc. Je l'ai posée de la même manière que je pose un stylo après avoir terminé une transcription juridique, délibérément, complètement, avec la pleine conscience que ce qui allait suivre exigeait d'avoir les 2 mains libres. J'ai plié ma serviette. Je me suis levé. Je n'ai pas regardé l'aile. Je n'ai pas regardé l'UCN. J'ai regardé l'espace vide au-dessus de la table, ne fixant personne et tout le monde à la fois. Et j'ai prononcé 5 mots, ce mariage ne tiendra pas, puis je me suis retourné et je suis sorti. Derrière moi, la table est devenue silencieuse. Ce n'était pas le silence de la confusion, ni celui de l'offense. Je connais ces silences. C'était le silence du calcul. Celui de quelqu'un évaluant rapidement ce qui venait de changer et ce que cela coûterait. Je n'avais pas besoin de voir le visage d'Armand pour savoir que c'était son silence. J'avais assez entendu de choses au cours de ma carrière dans les tribunaux pour reconnaître le bruit d'un homme qui fait des calculs dans sa tête. J'ai poussé la porte du restaurant pour sortir dans la douce nuit de Jacksonville et j'ai continué à marcher. Ma voiture était 3 rangées plus loin. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je me suis engagé sur la route. C'est alors que mon téléphone s'est allumé sur le siège passager. Le nom de l'aile. 1 fois, 2 fois, une 3e fois. Je l'ai regardé et j'ai continué à rouler. Je ne suis pas allé me coucher cette nuit-là. Je suis rentré chez moi, j'ai enlevé ma jolie robe et je suis allé directement dans le bureau de Darnell. Non pas parce que j'avais déjà un plan, mais parce que c'était la seule pièce de la maison où je pouvais réfléchir sans avoir l'impression que les murs se refermaient sur moi. Darnell était parti depuis 3 ans. J'avais gardé son bureau exactement tel qu'il l'avait laissé. Son bureau, son classeur, le fauteuil en cuir usé qui gardait encore sa forme. Je m'étais dit que je l'avais gardé ainsi parce que je n'étais pas prête.
Cette nuit-là, j'ai compris que je l'avais gardé parce que j'allais en avoir besoin. J'ai ouvert le tiroir du bas du classeur. Le dossier était là où il avait toujours été. Correspondance commerciale, accord partiel, lettre remontant à 11 ans. Je l'avais parcouru une fois après les funérailles, sans y trouver quoi que ce soit que je puisse comprendre sans un avocat, et je l'avais remis en place. J'étais en deuil. J'avais fait confiance à la mauvaise personne pour gérer ce que je ne savais pas encore lire. J'ai tout étalé sur le bureau et, cette fois, j'ai lu ces documents différemment. Non pas comme une veuve essayant de comprendre de la paperasse, mais comme une femme qui venait d'entendre une conversation en français lui révélant exactement quel genre d'homme était Armand Marant. J'ai sorti un bloc-notes juridique et j'ai fait ce que ma formation m'avait inculqué en 28 ans. J'ai noté chaque phrase en français que j'avais entendue à cette table, mot pour mot. Cette précision ne demandait pas d'effort, c'était un réflexe. J'avais transcrit des témoignages fédéraux sous pression pendant près de 3 décennies. Une conversation lors d'un dîner dans un restaurant calme n'était pas au-dessus des capacités de ma mémoire. J'ai fait 2 colonnes, ce que je savais, ce que je devais confirmer. Ce que je savais suffisait à figer mes mains sur le bureau. Ce que je devais confirmer allait nécessiter bien plus qu'un simple bloc-notes. J'ai examiné la correspondance lentement. La majeure partie était conforme aux apparences. 2 hommes construisant quelque chose ensemble. Le va-et-vient aisé d'un partenariat basé sur la confiance mutuelle. L'écriture de Darnel dans les marges, de petites notes, des questions sur les cargaisons, les contacts commerciaux, les délais de distribution. Son écriture était soignée et délibérée. C'était sa façon de tout faire, j'ai dû m'arrêter 2 fois. Non pas pour pleurer, mais pour respirer. Il y a une différence. Près du fond du dossier, j'ai trouvé une lettre que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Elle provenait d'Armand, datée de 2 semaines après les funérailles de Darnel. Les autres lettres étaient chaleureuses. Même pour les affaires, Armand avait toujours écrit comme il parlait, avec cette courtoisie européenne exercée qui faisait passer chaque chose pour de l'amitié. Cette lettre-ci était différente. La chaleur était toujours là en surface, mais en dessous, le ton avait changé, devenant administratif, précis. Elle faisait référence à ce qu'Armand appelait une « entente mutuelle », pour l'avenir concernant la gestion et la continuité des intérêts commerciaux partagés. Pas de détails, pas de conditions claires, juste cette expression « entente mutuelle ». Elle trônait au milieu d'une lettre écrite à la veuve d'un défunt qui était bien trop plongé dans le deuil pour analyser la situation. Je l'ai lue 2 fois. Puis je l'ai posée face cachée sur le bureau. Non pas parce que j'en avais fini avec elle, mais parce que j'avais besoin d'un moment avant de me permettre de comprendre ce que signifiait l'existence de cette lettre. Que 2 semaines après l'enterrement de mon mari, Armand Marchand avait déjà pris la plume. Le bureau était silencieux autour de moi. Le fauteuil de Darnel. Le classeur de Darnel. L'écriture soignée de Darnel dans les marges de documents que quelqu'un s'attendait à ce que je ne lise jamais de près. J'ai ramené le bloc-notes juridique vers moi et j'ai pris le stylo. Il a frappé à la porte à 9h15 le lendemain matin. J'ai entendu frapper et j'ai su avant même d'ouvrir. Lucène Marchand ne me semblait pas être le genre d'homme à laisser traîner les problèmes toute la nuit sans tenter de les gérer. Il était seul. Pas d'Armand, pas de Sylvéon sur le pas de ma porte, avec une expression prudente. L'inquiétude revêtant le costume de la bienveillance. Il était habillé simplement, d'une décontraction étudiée, le genre de décontraction qui demande des efforts pour être construite. « Madame Braswell », dit-il avec un sourire. « J'espère qu'il n'est pas trop tôt. Je voulais passer hier soir. Je pense qu'il y avait de la tension, et je ne voudrais pas que cela reste entre nous. » Je me suis écarté de la porte. « Entrez », ai-je dit. Je préparais justement du café. Je ne me suis pas excusé pour la veille. Je ne me suis pas expliqué. Je suis allé dans la cuisine et il m'a suivi, je l'ai senti analyser la maison de la même manière que j'avais analysé les lettres d'Armand, cherchant des indices dans les détails. J'ai versé 2 tasses, j'en ai posé une devant lui et je me suis assise de l'autre côté de la table. Il a parlé, je l'ai laissé faire. Il a dit que l'aile était bouleversée, mais qu'elle finirait par se calmer. Il a dit que ses parents étaient traditionnels et que le dîner avait peut-être semblé plus formel qu'il ne l'avait prévu. Il a dit qu'il espérait que nous pourrions repartir sur de nouvelles bases, que la famille comptait pour lui, que ma relation avec Lachelle comptait pour lui, et qu'il voulait être quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance.
Chaque phrase était correctement construite. Les pauses étaient placées là où elles devaient l'être. Le contact visuel était soutenu sans être agressif. J'avais passé 28 ans dans des salles d'audience fédérale à écouter des gens simuler la sincérité sous la pression, et j'en ai immédiatement reconnu l'architecture. Cela ne signifiait pas que je pensais que chaque pause était une preuve de culpabilité. Je m'étais déjà trompé sur des gens par le passé. Mais j'avais appris au fil des ans que la chaleur répétée se révélait souvent dans les petits ajustements. Les moments où une conversation cessait de se dérouler comme quelqu'un l'avait prévu. Ce que je surveillais n'était pas ce qu'il disait. C'était la demi-seconde de recalibrage lorsque je ne réagissais pas comme il s'y attendait. Quand j'ai hoché la tête sans chaleur, il s'est ajusté. Quand j'ai posé une question simple sur la façon dont lui et Lachelle s'étaient rencontrés et que j'ai laissé le silence planer un battement de trop après sa réponse, quelque chose a bougé derrière ses yeux, rapide, presque imperceptible. Puis, son sourire est revenu, légèrement repositionné. Il était doué. Je lui ai accordé cela. Je ne lui ai rien accordé d'autre. Je me suis montré agréable, pas pressé. J'ai posé des questions sur la France. J'ai demandé des détails sur son travail d'une manière qui ne requérait aucune réponse précise. J'ai resservi sa tasse sans qu'il me le demande. J'offrais l'image parfaite d'une femme qui avait simplement eu un moment d'émotion au dîner et qui passait maintenant gracieusement à autre chose. Au moment où il s'est levé pour partir, sa posture s'était relâchée. Il croyait avoir accompli ce qu'il était venu faire. Je l'ai raccompagné à la porte et lui ai dit que c'était gentil à lui d'être passé. Il a répondu, bien sûr, la famille d'abord, en affichant le sourire qu'il avait porté tout au long de sa visite, chaleureux, exercé, généreux. J'ai fermé la porte et je suis allé directement à la fenêtre. Sa voiture était toujours dans l'allée. Il n'avait pas démarré le moteur. Il restait assis complètement immobile, sans regarder ses rétroviseurs, sans toucher à son téléphone, simplement assis, les deux mains sur les genoux, fixant le pare-brise, le regard perdu dans le vide. Cette immobilité, je l'avais déjà vue auparavant, de l'autre côté d'une table de restaurant, à une autre occasion. Quelque chose dans ce calcul silencieux s'est mal installé dans ma poitrine. Puis son téléphone s'est éclairé. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, et tout son corps s'est transformé. La posture de ses épaules, l'angle de sa mâchoire. Il a décroché et a souri. Mais ce n'était pas le sourire qu'il arborait dans ma cuisine. Celui-ci était plus détendu, détaché. Le sourire d'un homme qui venait de sortir du rôle qu'il jouait pour redevenir lui-même. Je ne pouvais pas voir l'écran depuis la fenêtre, mais le timing, l'expression, l'aisance qui s'est installée en lui. J'ai soupçonné que l'appel provenait de Lachelle. Elle n'a pas frappé. Elle avait une clé et s'en est servie. Et le bruit de ma porte d'entrée s'ouvrant cet après-midi-là m'a tout dit sur le genre de conversation qui s'annonçait. Elle est entrée dans le salon, et elle n'était plus la femme rayonnante que j'avais observée de l'autre côté de la table du restaurant la veille au soir. Elle était blessée. Le genre de blessure qui a eu des heures pour se durcir en quelque chose de plus tranchant. Elle s'est tenue au milieu de la pièce et m'a regardé, « Tu m'as humilié ». Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai posé ce que je tenais et je lui ai accordé toute mon attention. Elle méritait au moins cela. Ses parents ont pris l'avion depuis la France. Maman, ils ont traversé un océan pour s'asseoir à une table avec nous, et tu es parti. Tu es parti comme ça, devant tout le monde. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, mais elle a continué. Tu sais ce que Lucène a dû leur dire après ton départ? Tu sais ce que j'ai ressenti, assise là-bas? J'ai gardé un visage calme. Pas froid. Calme. Tu n'as jamais fait confiance à aucun de mes amours. Pas une seule fois. Chaque fois que je trouve quelque chose de bien, tu trouves une raison de t'en éloigner. Et cette fois, je ne te laisserai pas faire. Elle s'est arrêtée, a dégluti. Lucène est un homme bon. Sa famille est venue ici en toute bonne foi, et tu les as tous insultés. Elle n'avait pas tort quant aux apparences. Je le comprenais tout à fait. De là où elle se tenait, elle avait vu sa belle-mère se lever lors d'un dîner de famille et rendre un verdict sans explication. Elle avait tout à fait le droit d'être en colère. Ce qu'elle n'avait pas, c'étaient les informations qui faisaient de mon silence la seule attitude raisonnable. Si je lui disais ce que j'avais entendu, là tout de suite dans cette pièce, avec pour seule preuve un bloc-notes juridique et un dossier de vieille correspondance, Lucène le saurait dans l'heure.
Il attribuerait cela au deuil, à la paranoïa. Une veuve solitaire projetant de la noirceur sur le premier bonheur que sa belle-fille avait trouvé. Et Lachelle, debout ici avec sa voix tremblante, voudrait le croire. Non pas parce qu'elle était stupide, mais parce qu'elle était amoureuse. Et l'amour cherche des raisons de s'accrocher. Toute accusation de ma part aujourd'hui lui offrirait exactement l'opportunité dont il avait besoin pour tout accélérer. J'ai donc tout encaissé. J'ai attendu qu'elle ait complètement fini d'exprimer chaque mot avant de parler. Je t'entends, ai-je dit. Et je ne vais pas contester ce que cela laissait paraître. J'ai fait une pause. Je te demande juste une chose. Ralentis un peu les fiançailles. Rien de dramatique. Donne-toi simplement un peu de temps avant d'annoncer quoi que ce soit. Donne-moi un peu de temps. Elle m'a fixé. Du temps pourquoi? Juste du temps. Sa mâchoire s'est crispée. Non. Elle a pris son sac sur la chaise. J'en ai assez d'attendre que tu te sentes à l'aise avec ma vie. Elle s'est dirigée vers la porte et s'est arrêtée, la main sur le cadre. Je t'aime, mais je ne ferai pas ça. La porte s'est refermée derrière elle. Sans claquer. C'était presque pire. Je suis resté assise dans le silence pendant un long moment. Le silence n'est pas de la faiblesse. Je devais sans cesse me rappeler que ce silence, à cet instant précis, était le seul moyen de préserver l'issue de l'histoire. Tout autre choix, et je la perdais avant même de pouvoir la protéger. Ce soir-là, j'étais dans le bureau de Darnell quand l'écran de mon téléphone s'est allumé pour m'indiquer une notification. Elle avait publié sur les réseaux sociaux une annonce de fiançailles, une photo d'elle et de Lucène, son visage rayonnant, le bras de celui-ci au-dessus de ses épaules. Les marchands avaient déjà commenté, tous les trois, chaleureusement et immédiatement, comme s'ils avaient attendu les doigts posés sur leur écran. Pendant 3 jours, il n'y a eu aucun appel à l'aile, aucun contact avec les marchands, juste le bureau de Darnell, son classeur et chaque document qu'il avait laissé derrière lui, étalé sur ce bureau dans l'ordre dont j'avais besoin. J'étais l'exécutrice testamentaire de sa succession depuis la semaine suivant son décès. Son avocat m'avait expliqué mon rôle à l'époque, ce que cela signifiait, ce que cela exigeait, quelle autorité cela impliquait. J'avais hoché la tête pendant la majeure partie des explications, alors que le deuil pesait sur ma poitrine comme un poids physique. J'avais signé ce qui devait l'être et j'avais fait confiance, pensant que les affaires importantes étaient gérées. Je comprenais maintenant que cette confiance aveugle était exactement ce sur quoi quelqu'un comptait. J'ai tout sorti, les enregistrements de l'entreprise remontant à 11 ans, les correspondances bancaires, les accords partiels, les dossiers d'une opération d'import-export touchant à la fois le marché américain et le sud de la France. Le nom de Darnell figurait sur chaque document aux côtés de celui d'Armand Marchand, à hauteur de 50% chacun, un projet construit sur une décennie de ce qui semblait, d'après les documents, être un partenariat authentique. L'entreprise était réelle, rentable, établie, et la moitié de Darnell n'avait jamais été formellement distribuée dans le cadre de sa succession. J'ai appelé mon avocat l'après-midi même, non pas pour agir tout de suite, mais pour comprendre sur quoi je prenais appui avant de m'engager. Il m'a confirmé ce que j'avais besoin d'entendre. En tant qu'exécutrice testamentaire, j'avais toute légitimité juridique pour intervenir sur toute question impliquant les actifs de la succession. Cela incluait une part d'entreprise non résolue restée en suspens lors de la succession. Cette légitimité n'était pas ambiguë. Elle était claire. Puis, il m'a appris quelque chose qui m'a glacé sur place. Quelqu'un avait déposé une requête plusieurs mois auparavant pour faire déclarer la succession de Darnell administrativement close pour cause d'inactivité. Si la requête aboutissait, récupérer ultérieurement des actifs non résolus pourrait s'avérer beaucoup plus difficile, en particulier une part d'entreprise restée intacte pendant des années. Je suis resté pensive un instant. Elle avait rencontré Lucène à peu près au cours de cette même période de quelques mois. Ce n'était pas exact au jour près, mais c'était suffisamment proche pour que je sente un frisson glacial me parcourir l'échine. Bref, j'ai dit à mon avocat que je le rappellerais et je suis retourné à mon bureau. J'ai examiné les correspondances plus anciennes plus attentivement cette fois. Des lettres d'Armand sur l'ensemble des 11 ans, des mises à jour, des propositions, le langage familier de 2 hommes qui avaient travaillé ensemble assez longtemps pour ne plus avoir besoin de s'expliquer. Les notes marginales de Darnell étaient partout. Son écriture précise, sereine. C'était sa façon d'aborder tout ce qui lui tenait à cœur. Vers le bas d'une pile datant d'il y a 4 ans, j'ai trouvé une lettre d'Armand qui mentionnait quelque chose en passant.
Une brève mise à jour familiale. Le genre de ligne qu'un homme ajoute à une lettre d'affaires pour lui conserver un ton amical. Il mentionnait que Lucène s'était récemment marié. Il donnait le nom de sa femme, Isabeau. Darnel l'avait entouré légèrement au crayon de bois. Le genre de cercle que l'on trace quand quelque chose attire l'attention sans qu'on sache encore pourquoi. Il n'y avait aucune note à côté. Pas de question, juste ce cercle, un fin trait de graphite autour d'un seul nom. Je l'ai fixé pendant un long moment. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait que Lucène Marchand est une femme nommée Isabeau. Je ne savais pas ce que Darnel avait pensé en entourant ce nom. Je ne savais pas pourquoi ce nom semblait important, mais il avait suffisamment d'importance pour que Darnel le marque. Et Darnel ne marquait pas les choses sans raison. J'ai posé délicatement la lettre de côté. Puis, j'ai pris le téléphone et j'ai rappelé mon avocat. Il a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai dit 3 mots, bloquer cette requête. Elle m'a appelé un mardi matin et je l'ai tout de suite entendu dans sa voix. Avant même qu'elle ne prononce un mot, elle avait cet éclat particulier propre à quelqu'un qui est convaincu d'avoir eu raison. Sylvéon m'a appelé. Elle dit qu'elle veut organiser une fête de fiançailles d'ici 1 mois. Elle dit que c'est une tradition européenne que la famille fasse la fête convenablement avant de rentrer chez elle. Une pause. Elle s'est montrée si chaleureuse, maman. Elle n'était pas obligée de faire ça. J'ai gardé une voix égale, que lui as-tu dit? Je lui ai dit oui. Une autre pause. Celle-ci, lourde de sens. Lucène m'a aussi appelé. Il a dit que la santé d'Armand était chancelante ces derniers temps. Que cela signifierait énormément pour son père de les voir fêter cela dignement pendant qu'il se sent encore assez bien pour en profiter. Je n'ai rien dit. Je pensais juste que tu devais le savoir, ajouta-t-elle, la chaleur de sa voix teintée d'une pointe d'hostilité. Elle ne m'appelait pas pour m'informer. Elle m'appelait pour me montrer que les personnes que j'avais insultées au dîner réagissaient avec élégance malgré tout, et elle voulait que je sente la différence. Je t'entends, ai-je dit. Merci de me l'avoir dit. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assise le téléphone à la main, comprenant exactement ce qui venait de se passer. Pas la fête de fiançailles, ni la gentillesse de Sylvéon, ni l'histoire de Lucène sur la santé de son père. Ce que je comprenais, c'était le mécanisme sous-jacent. Armand Marchand n'était pas homme à précipiter les choses sans raison. Il avait construit un partenariat commercial de 11 ans sur la patience. Il avait attendu 3 ans après la mort de Darnel avant d'agir. La patience était sa façon naturelle de fonctionner. Quelque chose était venu perturber cela, fâcheux mot lancé à travers une table de restaurant. Il ne savait pas ce que je savais. Il ne pouvait pas être certain que j'avais compris le français. Mais c'était un homme prudent, et les hommes prudents n'ignorent pas les variables qu'ils ne peuvent pas quantifier. Je m'étais levé pour dire quelque chose qui pouvait signifier n'importe quoi. Et cette ambiguïté était plus dangereuse pour lui qu'une accusation directe ne l'aurait été. Une accusation directe, il pouvait la contrer. L'incertitude, il ne pouvait pas la contrôler. Il était donc en train de raccourcir les délais. Verrouiller publiquement les fiançailles. Créer une dynamique difficile à inverser sur le plan social et émotionnel. Faire avancer les démarches administratives avant que ce que je soupçonnais ne se transforme en quelque chose de concret. L'histoire de Lucène sur la santé d'Armand n'était qu'un outil, rien de plus. Une façon d'habiller l'urgence d'émotion pour que l'elle bouscule elle-même le calendrier sans qu'on ait besoin de lui demander 2 fois. Je l'ai noté. Un homme réellement malade n'envoie pas son fils régler une affaire le lendemain matin d'un conflit familial. Armand Marchand n'était pas malade. Il était stratégique. Ce que ni l'un ni l'autre ne savait, c'est que j'avais déjà agi. La requête sur la succession était bloquée. Ma qualité d'exécutrice testamentaire était confirmée. Et en passant 3 ans à confier les affaires de Darnel aux mauvaises personnes, j'avais appris une chose de façon limpide, je ne serai plus jamais lente. La précipitation engendre des erreurs. J'avais vu cela dans les procès fédéraux plus de fois que je ne saurais le compter. La pression altère le jugement. Quand des personnes prudentes sont contraintes d'agir rapidement, elles commettent des oublis. J'avais bien l'intention d'être là quand quelque chose échapperait à leur contrôle. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat. Il a répondu à la première sonnerie. La requête est réglée, dit-il. Je sais, ai-je répondu. J'ai besoin d'autre chose à présent. L'entreprise. Il me faut sa pleine évaluation.
Chaque chiffre, absolument tout. Une brève pause à l'autre bout du fil. Je commence dès aujourd'hui, dit-il. Le bureau de mon avocat était calme ce matin-là. Et avait étalé les documents sur la table de conférence avant mon arrivée. Organisés, étiquetés, de la manière dont un homme présente des informations sachant qu'elles vont faire l'effet d'une bombe. Je me suis assise et je l'ai laissé m'expliquer. L'entreprise fonctionnait depuis 11 ans dans l'import-export. Des marchandises américaines envoyées vers les marchés du sud de la France, et des spécialités européennes faisant le chemin inverse. Des relations établies avec des fournisseurs des deux côtés. Une clientèle qui avait mis des années à se constituer. Le genre d'activité qui ne naît pas par hasard. 2 hommes l'avaient construite avec soin, et elle avait grandi régulièrement parce qu'ils étaient tous les deux excellents dans ce qu'ils faisaient. La part de 50% de Darnell, basée sur l'évaluation actuelle, était substantielle. Mon avocat m'a donné le chiffre et je suis resté silencieuse un moment. C'était de quoi changer définitivement la vie financière de l'aile. De quoi financer tout ce qu'elle voudrait bâtir. De quoi peser énormément pour quiconque avait besoin que cela disparaisse discrètement. Depuis la mort de Darnell, Armand percevait l'intégralité des revenus d'exploitation, non pas sa moitié, mais tout. Gérant l'entreprise comme si la pleine propriété lui avait été transférée automatiquement, ce qui n'était pas le cas, ne pouvait pas l'être et ne le serait jamais sans des documents qui n'existaient tout simplement pas. J'ai posé des questions sur la structure du partenariat. Mon avocat m'a confirmé ce que les dossiers laissaient déjà supposer. L'accord entre Darnell et Armand n'avait jamais été pleinement finalisé. Pas de clause d'achat-vente, pas de clause de succession. Ce que cela impliquait sur le plan juridique tranchait dans les deux sens, Armand ne pouvait pas facilement prouver la propriété exclusive. Mais cela signifiait aussi que la part héritée par Lachelle était restée sans protection, à la dérive pendant 3 ans, tandis qu'Armand empochait tout ce qu'elle produisait. Ce dont il avait besoin, c'était de sa signature à elle pour renoncer à cette part. Un document bien formulé, présenté sous une pression adéquate, signé par une femme confiante qui ignorait tout de ce qu'elle possédait. J'ai sorti la lettre, celle datée de 2 semaines après les funérailles de Darnell. Je l'ai fait glisser de l'autre côté de la table. Mon avocat l'a lu sans se presser. Puis, il a levé les yeux, c'est sa façon de se positionner comme gérant informel des intérêts commerciaux de la succession. Cela n'a aucune valeur juridique. Ce document n'a jamais été déposé auprès du tribunal. Il n'a jamais été contresigné par quiconque ayant la capacité de l'accepter. Il l'a posé. C'est un morceau de papier qu'Armand Marchand s'est écrit à lui-même. 2 semaines après l'enterrement de mon mari, alors que je choisissais ce que j'allais servir lors de la collation des funérailles, Armand était attablé à un bureau quelque part, en train de rédiger la première pièce d'un plan qu'il avait déjà commencé à échafauder. J'ai remercié mon avocat et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, je suis retourné vers le classeur. J'en avais examiné la majeure partie à ce stade, mais il restait une section au fond que je n'avais pas entièrement vidée. De vieux documents, des photographies, des objets que Darnell avait conservés pour des raisons qui lui appartenaient. J'ai trouvé la photographie tout près du fond. Darnell et Armand lors d'un dîner d'affaires. Tous les deux riant aux éclats. Le rire franc et spontané d'hommes sincèrement à l'aise l'un avec l'autre. Armand tenait Darnell par l'épaule. Darnell regardait quelque chose en dehors du cadre, le visage totalement épanoui. Il ne se doutait de rien. C'était ce que la photo me montrait et que les documents ne pouvaient pas révéler. Darnell avait accordé une confiance aveugle à cet homme. Non pas avec prudence ou de manière purement professionnelle, mais de la façon dont on fait confiance à quelqu'un avec qui on a partagé des repas, voyagé et construit un projet solide pendant plus de 10 ans. Il n'avait aucune idée du genre d'homme qui se tenait à ses côtés. J'ai tenu cette photo pendant un long moment. Puis, je l'ai posée face cachée sur le bureau. Mon avocat m'a appelé alors que j'étais assise là. J'ai répondu. Il y a encore autre chose, dit-il. Les mouvements financiers d'Armand depuis la mort de Darnell, les revenus qu'il a perçus, les transactions. Certaines sommes ont transité plusieurs fois d'un état à un autre. Il a laissé un silence s'installer. Ce schéma soulève des questions qui dépassent un simple conflit comptable, dit-il avec prudence. Selon les déclarations effectuées et la manière dont l'argent a été transféré, cela pourrait intéresser des enquêteurs fédéraux. Je préfère analyser cette partie plus en détail avant de me prononcer plus fermement. J'ai appelé Lucène un mercredi matin en restant brève.
Je lui ai dit que j'avais réfléchi et que je lui devais une vraie discussion. Que je n'étais pas doué pour les excuses, mais que je faisais des efforts. Viendrait-il boire un café? Il a accepté sans hésiter. Cela m'a appris quelque chose, là aussi. Il est arrivé à 11 heures, avec la même décontraction étudiée que la fois précédente. Ses vêtements, son expression, sa chaleur mesurée. Il avait préparé cette visite. Je comptais là-dessus. Les gens qui préparent leur coup suivent leur plan à la lettre. Ils cessent d'écouter aussi attentivement qu'ils le devraient. J'ai préparé du café, nous nous sommes assis et je l'ai laissé donner le ton au départ. Il s'est montré charmant, presque magnanime. Il a dit qu'il comprenait que le deuil changeait les gens et qu'il ne m'en tenait pas rigueur. J'ai hoché la tête et les remercié, puis j'ai commencé à poser des questions de la manière dont j'avais appris à le faire en 28 ans de carrière fédérale, de biais, glissé au milieu d'autres phrases, masqué sous de la simple curiosité plutôt que sous un interrogatoire. La première confirmation est venue au bout de 12 minutes. J'ai évoqué Darnel chaleureusement, racontant que je triais et rangeais ses vieux papiers professionnels. J'ai dit que c'était le genre de choses que l'on fait quand le deuil nous laisse enfin avancer, et que cela me faisait du bien de me rappeler ce qu'il avait construit. J'ai décrit la structure d'import-export dans ses grandes lignes tout en observant le visage de Lucène. Il a hoché la tête, précis, à l'aise. Il a dit que cela ressemblait à une activité bien établie et a employé une expression, réseau de distribution, qui ne vient pas naturellement à un homme découvrant une entreprise à travers les simples allusions de sa petite amie. Il s'est repris avec une demi-seconde de retard et a rattrapé le coup par un sourire. Je lui ai rendu son sourire et j'ai continué. La deuxième confirmation s'est produite lorsque j'ai mentionné que les fiançailles semblaient se faire bien vite, ajoutant que je ne disais cela que pour comprendre, sans m'y opposer, juste pour comprendre. Un homme amoureux de ma belle-fille aurait parlé d'elle, de sa certitude, de son refus d'attendre. Lucène, lui, a parlé de timing, expliquant que ces choses étaient plus faciles à gérer lorsque la paperasse de base était réglée de bonne heure. Il a utilisé le mot « paperasse » 2 fois. La seconde fois, il s'est entendu et a pivoté vers un sujet plus affectueux, mais sa transition était un brin trop fluide. J'ai hoché la tête à nouveau et j'ai rempli sa tasse. La troisième confirmation a été la plus importante. J'ai mentionné avec détachement que je devais absolument prendre le temps de m'asseoir avec l'avocat chargé de la succession de Darnel, que je repoussais sans cesse l'échéance et que les choses avaient tendance à nous échapper quand on n'y prêtait pas attention. Lucène s'est figé. Pas longtemps, moins de 2 secondes. Mais j'avais passé près de 3 décennies à mesurer l'intervalle entre les mots dans des pièces sous haute tension, et je savais exactement ce que signifiait cette immobilité soudaine. Il était au courant pour la succession, le dépôt, la requête qui était désormais bloquée. Il savait, et cette évocation avait touché une zone qu'il s'efforçait de laisser dans l'ombre. Il s'est repris habilement, disant que c'était probablement sage de régler ces questions et qu'il était certain que Darnel avait laissé ses affaires en ordre. J'ai acquiescé et je l'ai raccompagné à la porte. Quand je suis revenu à la fenêtre, il était déjà au téléphone, ne restant pas immobile comme lors de sa première visite pour réfléchir et se calmer. C'était différent. Il parlait avant même de s'être correctement installé dans son siège. Sa main libre s'agitait. Sa tête était penchée en avant. Ce n'était pas un homme en train de décider de ce qu'il allait rapporter. C'était un homme rapportant une information qui ne pouvait pas attendre. J'ai noté l'heure. Puis je suis retourné à mon bureau. Mon avocat m'a appelé le jeudi matin, et je me suis assise avant même qu'il n'ait fini sa première phrase. La situation était parfaitement limpide. Lachelle Braswell était l'héritière légale de 50% d'une entreprise que son père avait mis 11 ans à bâtir. Cette part n'avait jamais été formellement distribuée lors de la succession. Elle n'avait jamais été cédée par signature. Elle n'avait jamais été abandonnée. Elle était simplement restée en suspens, sans protection, générant des revenus qu'Armand Marchand empochait intégralement depuis la semaine où la notice nécrologique de Darnel était parue dans le journal. Mon avocat m'a exposé les chiffres en détail, l'évaluation, les revenus perçus, les traces écrites d'un homme qui avait agi avec la certitude absolue que personne d'important n'y prêtait attention. Et il avait vu juste. Pendant 3 ans, il avait eu parfaitement raison. J'étais l'exécutrice de la succession de Darnel depuis la semaine ayant suivi sa mort. J'avais signé les documents. J'avais accepté cette responsabilité. Et puis le deuil s'était abattu sur moi comme une pierre, et Armand était arrivé à la réception funéraire avec de la nourriture,
des condoléances et cette chaleureuse courtoisie européenne, et je lui avais fait confiance de la même manière que Darnell lui avait fait confiance, totalement. Sans méfiance, parce qu'il ne nous était jamais venu à l'esprit que cette amitié était une posture qu'il était tout à fait prêt à abandonner dès lors que les chiffres l'exigeaient. Je ne me suis pas complu dans la culpabilité. La culpabilité était un fardeau que je ne pouvais pas me permettre de porter en ce moment. Au lieu de cela, j'ai agi pour corriger le tir. J'ai remercié mon avocat et lui ai demandé de préparer un rapport formel. Chaque chiffre, chaque conclusion, rédigé de manière si claire que quiconque les lirait comprendrait exactement ce qui avait été dérobé et à qui. Puis je me suis installé au bureau de Darnell et j'ai constitué le dossier, les statuts de l'entreprise, la requête de succession désormais bloquée, le rapport formel de l'avocat, la transcription mot à mot de chaque phrase en français entendue au restaurant, saisie proprement. Avec mes références d'interprète fédéral du DOJ jointes en première page pour justifier de mes compétences professionnelles et de ma méthodologie de transcription. J'avais préparé des transcriptions de ce genre pour des procès fédéraux pendant 19 ans. Celle-ci avait du poids. J'ai empilé le tout dans l'ordre et je suis resté là à le contempler. La discussion qui m'attendait était la plus importante de toutes celles que j'avais préparées jusqu'alors. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire. Je savais exactement ce que les documents contenaient et ce qu'ils signifiaient. Ma préparation concernait un élément bien plus précis que le contenu, la manière de le lui transmettre. Si j'appelais Lel, elle entendrait ma voix et en ressentirait toute la gravité avant même que je n'ai prononcé un seul mot, et elle appellerait aussitôt Lucène. Je connais ma fille. Quand elle a peur, elle se raccroche à ce qu'elle croit être sa sécurité. En ce moment, c'était lui. Un coup de téléphone lui donnerait 30 secondes pour attraper son autre appareil avant même que j'aie pu dire quoi que ce soit de tangible. Les documents étaient physiques. Ils devaient être posés devant elle pour qu'elle puisse les toucher, les lire, s'en imprégner avant que ses mains ne cherchent autre chose. Je ne pouvais pas faire cela au téléphone. J'ai tout de même pris mon appareil par réflexe, cet instinct de prévenir quelqu'un avant d'arriver. Je l'ai tenu un instant, puis je l'ai posé face cachée sur le bureau. J'ai rassemblé le dossier, pris mes clés, traversé la maison jusqu'à la porte d'entrée, que j'ai ouverte pour m'arrêter un moment dans l'air tiède de Jacksonville. Elle habitait à 14 minutes de là. Je suis monté en voiture. Elle m'a ouvert la porte. Ses cheveux étaient attachés en arrière, dégageant cette sérénité tranquille du dimanche qui me confirmait qu'elle n'attendait personne. En me voyant, son expression a changé, ni tout à fait fermée, ni tout à fait ouverte, quelque part entre les deux, prudente. Maman ? Ce n'était pas un accueil, mais une interrogation. Je dois m'asseoir avec toi, ai-je dit. S'il te plaît. Elle a fait un pas de côté pour me laisser entrer. Son appartement était propre, chaleureux. Il y avait des fleurs sur le comptoir de la cuisine, le genre qu'un homme envoie lorsqu'il veut qu'on pense à lui dans des espaces qu'il n'occupe pas encore. Je les ai remarquées et n'ai rien dit. Je me suis dirigé vers la petite table de la salle à manger, j'y ai déposé le dossier et je me suis assise. Elle est restée debout, les bras croisés nonchalamment, pas encore sur la défensive, simplement incertaine. Elle fixait le dossier sur la table sans le toucher. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Assieds-toi, ma puce. » Quelque chose dans ma voix l'a touchée. Elle s'est assise. Je n'ai pas pris de gants. J'avais décidé durant le trajet que ménager les formes était une délicatesse qui coûterait trop cher. Je lui ai donc tout dit directement depuis le début. Je lui ai rapporté ce que j'avais entendu en français à cette table de restaurant, chaque phrase que Sylvéon avait glissée à Armand pendant que l'aile rayonnait à 1 mètre de là. Je lui ai expliqué ce que ces mots signifiaient. Le calendrier, la paperasse, les 18 mois, le divorce déjà programmé avant même que les fiançailles ne soient officiellement annoncées. La mâchoire de l'aile s'est crispée. Ce n'est pas « laisse-moi finir ». Elle s'est tue. Je lui ai parlé de l'entreprise de son père, de ce qu'il avait construit, de ce qu'elle valait, et de ce qu'Armand empochait depuis la semaine de l'enterrement de Darnell. Je lui ai parlé de la requête sur la succession, de la demande de fermeture initiée il y a 3 mois, précisément au moment où Lucène s'était présentée à elle. Je lui ai expliqué ce que sa signature sur un acte de mariage aurait permis à Lucène de lui soumettre, et ce à quoi elle aurait renoncé sans même savoir qu'elle le possédait. Elle secouait déjà la tête lentement avant même que j'aie terminé. Tu n'as jamais voulu de ce bonheur pour moi. C'est à cause de ton incapacité à, ton père a construit cela pour toi, ai-je dit d'une voix calme.
Je ne te demande pas de me croire sur parole. Je te demande de lire ce qu'il a signé. J'ai fait glisser le premier document vers elle et j'ai attendu. Le silence s'est installé dans la pièce de la façon dont il le fait lorsque quelque chose d'irréversible se prépare. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a baissé les yeux vers le document. Elle a retiré ses mains de ses genoux et a rapproché la page lentement, comme si elle n'avait pas tout à fait pris sa décision, comme si ses mains avaient fait un choix que ses lèvres n'avaient pas encore validé. Je l'ai regardé lire. J'ai d'abord observé sa résistance, ses épaules tendues, sa façon de se tenir légèrement à distance de la feuille comme si s'en approcher signifiait donner son accord, puis son ralentissement, ses yeux parcourant le texte plus attentivement, s'arrêtant, revenant en arrière, enfin. Quelque chose a changé sur son visage. Ce n'était ni de l'abattement, ni des larmes, mais quelque chose de plus silencieux et de plus définitif que tout cela, cette transformation particulière chez une personne dont la compréhension d'une situation vient d'être entièrement déconstruite pour être rebâtie à neuf. Et qui ne verra plus jamais les choses comme avant. Je n'ai pas mis de mots sur ce que je voyais. Je n'ai pas cherché à lui prendre la main. Je suis simplement resté assise à ses côtés, la laissant vivre ce moment. C'est alors que son téléphone s'est éclairé sur la table entre nous. Le nom de Lucène s'affichait à l'écran. Elle l'a regardé. Je l'ai regardé. Aucune de nous n'a parlé. Elle a fixé l'appareil pendant 3 longues secondes avant de s'en saisir. Elle a répondu sans activer le haut-parleur. Je n'ai pas bougé. Je suis resté assise de l'autre côté de la table, les mains croisées, et j'ai observé son visage comme j'avais observé les témoins lors des procès fédéraux, décodant ce que disait le corps alors que la bouche tentait de dire autre chose. La voix de Lucène était chaleureuse. Je pouvais en percevoir le ton depuis ma place. Pas les mots exacts, seulement l'intonation, aisée, calme, la voix d'un homme qui ne savait pas encore ce qui se trouvait sur la table. Elle a baissé les yeux vers les documents posés sur ses genoux. Puis elle lui a demandé doucement, sans aucune accusation, de la simple manière d'une femme posant une question basique à l'homme qu'elle s'apprête à épouser, « Est-ce que ton père et mon père avaient une entreprise ensemble ?» La pause fut brève, peut-être 4 secondes, mais j'avais passé des décennies dans des pièces où 4 secondes de silence après une question directe vous disait tout ce que la réponse allait s'efforcer de masquer. Il s'est repris. Je pouvais entendre le changement d'intonation, même depuis mon côté de la table, soudain plus chaleureux, plus attentif. Il a dit quelque chose. L'expression de l'aile n'a pas bougé. Elle a dit, « Tu affirmes donc que tu n'en sais rien. » Il a continué de parler. Elle écoutait. Son regard s'est tourné vers la fenêtre et s'y est fixé, cette immobilité singulière de quelqu'un qui écoute non pas pour se laisser convaincre, mais pour valider ce qu'il a déjà compris. Puis il a prononcé mon nom, Odilus. Je l'ai entendu distinctement. Et la tournure de sa phrase avait toute l'allure d'une tentative de diversion. La mâchoire de l'aile s'est crispée de façon presque imperceptible. Elle m'a regardé pendant qu'il parlait, non pas pour chercher à se rassurer, ni avec reproche. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un quand on essaie de déterminer si ce que l'on a sous les yeux est réel, alors qu'on en connaît déjà la réponse, mais que l'on s'accorde un ultime instant avant de laisser cette vérité tout bouleverser. J'ai soutenu son regard sans mot dire. Elle a de nouveau baissé les yeux vers la table, fixant le document portant le nom de Darnel, puis la lettre où Armand avait mentionné un nom en passant et que Darnel avait entouré au crayon sans rien écrire à côté. Elle a prononcé le nom d'Isabeau. Le silence à l'autre bout du fil fut d'une autre nature que le premier, plus long, plus lourd, le silence d'un homme qui vient d'entendre une révélation à laquelle il n'était pas préparé, et qui évalue l'ampleur des dégâts. Lorsqu'il a repris la parole, sa voix était plus calme qu'auparavant. Maîtrisée. Il disait qu'elle interprétait mal des bribes d'informations qui n'avaient aucun rapport avec eux. Elle a fermé les yeux pendant une seconde, juste une. Puis elle les a rouverts. « D'accord, dit-elle doucement. »« D'accord. » Elle a raccroché. Elle n'a pas jeté son téléphone. Elle n'a pas haussé le ton. Elle a reposé l'appareil sur les documents, sur le nom de son père, sur la marque tracée au crayon, sur tout le reste. Et elle a contemplé ses mains posées sur ses genoux. L'appartement était extrêmement silencieux. Je ne me suis pas approché d'elle. Je n'ai pas parlé. Certains moments exigent un témoin, pas une main tendue. Je suis resté là avec elle, laissant l'instant prendre toute la place nécessaire. Nous sommes demeurés ainsi un moment. Puis mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro.
J'ai répondu immédiatement. La voix était chaleureuse, posée, impeccablement polie. Madame Braswell? Une courte pause. C'est Armand. Je pense que nous devrions nous rencontrer. Je n'ai pas rappelé Armand ce soir-là. Je l'ai laissé attendre, de la même manière qu'il avait fait attendre la succession de Darnell, avec patience, et avec la tranquille assurance de quelqu'un qui sait que le temps est une arme et qu'en cet instant, elle était entre mes mains. À la place, j'ai appelé Raymond O'Toole. Nous avions travaillé sur des affaires fédérales parallèles pendant 11 ans, lui comme spécialiste du soutien au litige, moi comme interprète lors des mêmes procès. Après avoir quitté le ministère de la Justice, il s'était orienté vers les services juridiques internationaux. Si quelqu'un était capable de localiser une femme en France sans alerter la famille concernée, c'était bien Raymond. Je ne lui ai dit que le strict nécessaire, un nom, un pays, une famille. 3 jours plus tard, il m'a rappelé avec un numéro de téléphone et un fuseau horaire. J'ai attendu le début de la soirée, heure de Jacksonville, soit tard dans la nuit en France, et j'ai composé le numéro. Elle a décroché à la 4e sonnerie, la voix déjà prudente, sur la défensive. Je lui ai parlé délibérément en anglais. Je voulais qu'elle choisisse la langue afin qu'elle ressente ce mince contrôle sur notre échange. Je m'appelle Odilus Braswell, ai-je dit. Je vous appelle de Jacksonville, en Floride. Je ne suis pas lié à la famille Marchand. J'ai besoin de 5 minutes. Une pause. Les gens qui affirment ne pas être liés à cette famille sont souvent ceux qui le sont le plus, répliqua T.L. Je le comprends tout à fait, ai-je répondu, je réagirais de la même manière. Un silence s'en est suivi. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas cherché à la rassurer ni à presser les choses. J'avais appris lors de mes missions fédérales que la pire des choses à faire avec un témoin réticent est de le bousculer. J'ai donc attendu. Puis elle a dit, que voulez-vous? J'ai ici une jeune femme qui a été choisie uniquement pour sa signature, ai-je dit. Son père a construit une véritable affaire durant 11 ans. Je veux m'assurer qu'elle conserve ce qu'il lui a légué. Cette fois, le silence fut plus long, d'une autre qualité que le précédent, pas méfiant, mais plus introspectif. Quand Isabeau a repris la parole, sa voix avait changé. Elle n'était pas chaleureuse, mais ouverte, de la manière propre à une personne qui a porté un secret seul pendant trop longtemps et à qui l'on vient d'offrir une raison de s'en libérer. Elle savait pour Lachelle. Elle le savait depuis des mois. On lui avait dit que l'arrangement américain était temporaire. C'était la version officielle d'Armand, imposée avec l'assurance d'un homme qui n'admettait aucune objection. On lui avait garanti que Lucène s'occuperait de l'affaire puis rentrerait à la maison, et que ce serait fini. Elle avait passé des mois à réaliser que rien de tout cela n'était vrai. Le plan s'étendait sur une période plus longue qu'on ne lui avait annoncé. C'était plus calculé. Lucène ne rentrerait pas selon le calendrier promis, car ce calendrier n'avait jamais été celui qu'Armand lui avait décrit. Elle avait été manipulée de la même façon que Lachelle, abreuvée d'informations triées sur le volet, destinées à la garder coopérative et silencieuse. Elle m'a confirmé leur mariage, la date, le lieu en France. Elle a confirmé le plan tel qu'Armand le lui avait exposé. Elle a confirmé que chaque directive émanait de lui. Puis elle a demandé, « Que attendez-vous de moi ?» Une déclaration écrite, ai-je répondu. Formelle et signée. Tout ce que vous venez de me dire. Une longue pause. J'aurai besoin de quelques jours, dit-elle prudemment. Je veux que ce soit rédigé correctement. Prenez tout le temps nécessaire, lui ai-je dit. Après cet appel, je suis resté assise dans le calme du bureau pendant un long moment. 2 femmes, et les ravages causés par un seul homme traversant leur vie comme une fissure dans des fondations. Présent dès le départ, invisible jusqu'à ce que le poids devienne intenable. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Armand. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'espérais avoir de vos nouvelles, dit-il. Rencontrons-nous, ai-je dit. La déclaration d'Isabeau est arrivée au début de la semaine suivante. Je l'ai imprimée dès sa réception et je l'ai ajoutée au dossier sans aucun commentaire. Elle disait tout ce qu'il y avait à dire dans la langue précise et soignée d'une femme qui avait décidé que si elle devait parler, elle serait crue. Des dates, des conversations, les instructions précises d'Armand telles qu'elle les avait reçues, le calendrier qui lui avait été fourni et les manières dont il avait été secrètement modifié à son insu. C'était exhaustif, c'était accablant, et c'était signé. J'ai passé les 2 jours suivants au cabinet de mon avocat. Nous avons tout organisé méthodiquement.
de la façon dont on organise les preuves lorsqu'elles doivent raconter une histoire incontestable et impossible à reformuler. Les registres du partenariat établissant la part de 50% de Darnell. La documentation de l'activité financière unilatérale d'Armand depuis la mort de Darnell, chaque transaction, chaque prélèvement de revenus, illustrant le comportement d'un homme traitant un bien commun comme sa propriété exclusive à travers plusieurs États et durant 3 ans. La requête sur la succession, sa date de dépôt et le calendrier l'alliant au premier contact de Lucène avec l'aile. La déclaration signée d'Isabeau, la transcription exacte du dîner avec mes qualifications d'interprète fédéral du DOJ jointe pour attester de mes compétences professionnelles et de ma méthodologie de transcription. J'avais fourni des dossiers de travail pour des procès fédéraux pendant 19 ans. Je savais ce qui tenait la route et ce qui s'effondrait. Cela tenait la route. Mon avocat a relevé un point supplémentaire durant l'examen des dossiers financiers. Lucène Marchand était toujours légalement mariée à Isabeau en France. Toute tentative de contracter un mariage illégal avec Lachelle alors que cette première union était toujours valide l'aurait exposé à un contrôle juridique de grande envergure et aurait immédiatement compliqué la validité de tout accord matrimonial ou financier lié aux parts de la succession. La structure du plan est devenue plus évidente après cela. Les fiançailles elles-mêmes avaient de la valeur bien avant qu'un acte de mariage légal n'existe. Un engagement public, une confiance affective, de la paperasse financière partagée et signée sous prétexte qu'une union légitime approchait. Une femme amoureuse ne s'arrête pas toujours pour se demander pourquoi un document lui parvient sitôt si elle est convaincue que le mariage est inévitable. C'était la brèche qu'il s'efforçait de créer, obtenir sa signature, la renonciation à ses parts, le transfert discret de ce que Darnell avait construit. Il comptait sur le fait que personne n'y regarderait de trop près avant que la pression et la précipitation n'emportent tout. Je suis resté pensive un instant, non pas avec satisfaction, mais avec la tranquille assurance d'une femme qui a acquis la certitude que le terrain sur lequel elle se tient est solide, contrairement à celui de la partie adverse. Je ne me suis pas préparé outre mesure sur le plan émotionnel pour cette rencontre. L'émotion dans une pièce comme celle où nous allions entrer était un handicap, un outil dont l'autre partie pouvait s'emparer pour le retourner contre nous. J'avais vu cela se produire lors de trop de procès pour commettre une telle erreur. Ce que j'apporterais à cette table serait de la précision, de l'ordre et mes 28 ans d'expérience pour présenter des éléments qui n'avaient pas besoin de fioritures. J'ai préparé l'aile de la même façon. Je lui ai expliqué ce qui serait mis sur la table et ce que chaque pièce signifiait. Je lui ai dit que les marchands ouvriraient probablement la discussion avec des propositions apparemment raisonnables, des ébauches d'accords, des concessions, le langage d'hommes persuadés de pouvoir encore négocier une victoire partielle. Je lui ai dit de les laisser terminer. Je lui ai dit de laisser parler les documents. Elle a tout écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « Je veux juste être présente dans la pièce. »« Tu y seras » ai-je répondu. « Tu en as absolument le droit. » Le matin de la réunion, mon téléphone a sonné à 7h40. « Maman, je veux être là, dit-elle. »« Je sais, ai-je dit, viens. » La salle de conférence du cabinet de mon avocat n'avait pas de fenêtre donnant sur la rue. 4 murs, une longue table, un éclairage au plafond qui montrait les choses exactement telles qu'elles étaient. Je l'avais demandé expressément. Pas de vue extérieure, pas de douceur, rien qui ne donne à la pièce une ambiance artificielle. Armand est arrivé le premier. Il est entré comme il faisait tout, posément, avec assurance, le genre d'homme qui n'a jamais eu besoin de se presser parce que les pièces s'agençaient toujours autour de lui. Il portait une veste sombre sans cravate, la décontraction étudiée de quelqu'un voulant signaler qu'il s'agissait d'une discussion entre personnes raisonnables, et non d'un affrontement. Il a serré la main de mon avocat. Il m'a adressé un hochement de tête empreint d'une apparence de bienveillance. Lucène est entré derrière lui et s'est assis à la gauche de son père sans un regard de notre côté. Sylvéon s'est installé à la droite d'Armand, sa posture droite, son visage avenant et fermé. L'aile s'est assise à mes côtés sans dire un mot. Armand a ouvert la séance. Il était doué pour cela. Il a reconnu qu'il y avait eu une certaine confusion autour de la structure de l'entreprise après le décès de Darnell. Il a affirmé qu'il avait toujours eu l'intention de formaliser les choses convenablement lorsque le moment serait venu. Il a dit qu'il comprenait que les émotions soient vives, qu'il respectait cela et que, dans le but d'honorer ce que Darnell avait construit, et était prêt à proposer un accord, modeste, clair, qui permette à chacun d'avancer sans rancœur. Il a croisé ses mains sur la table et m'a regardé avec l'expression d'un homme qui venait de se montrer particulièrement généreux. Je l'ai laissé finir complètement.
Puis j'ai ouvert le dossier. J'ai posé les documents sur la table, un par un, de la manière dont j'avais soumis des transcriptions à des juges pendant 28 ans, sans commentaire, sans expression, dans l'ordre qui racontait l'histoire le plus clairement possible. Les registres du partenariat d'abord, le nom de Darnel, le nom d'Armand, 50% chacun. 11 ans d'une affaire qui n'avait jamais légalement changé de main. Les relevés financiers ensuite, chaque prélèvement de revenus effectué par Armand depuis le décès de Darnel, totalisé, daté, traversant les frontières des États selon un schéma précis. Mon avocat l'avait méticuleusement documenté et qualifié par écrit de fraude civile assortie d'une exposition à des poursuites fédérales pour fraude électronique. La requête sur la succession, avec la date d'initiation entourée il y a 3 mois de cela, le mois même où Lucène s'était présenté à la Shell. La déclaration signée d'Isabeau. Je l'ai posée directement devant Armand. Il l'a regardée sans y toucher. Quelque chose a traversé ses traits et a disparu en moins d'une seconde. Les pièces relatives à la bigamie enfin, le mariage légal de Lucène en France, la date, l'enregistrement, les conséquences juridiques, rendant toute union ultérieure nulle dès le départ et tout document signé dans ce cadre inapplicable. Je n'ai formulé aucun commentaire. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai présenté les faits. La pièce était plongée dans un calme absolu. Lucène fixait la table, évitant l'aile, m'évitant. Ses yeux rivés sur la surface devant lui, comme un homme qui attend que l'orage passe. Sylvéon, dont le calme avait tenu bon durant tout ce temps, s'est fissuré, sans éclat. Une tension autour de ses yeux, une immobilité dans ses mains qui n'avait rien d'un sang-froid maîtrisé. L'immobilité de quelqu'un qui vient de réaliser que la pièce dans laquelle il est entré n'était pas celle à laquelle il s'était préparé. Armand s'est figé. J'ai reconnu cela. Je l'avais déjà repéré la première fois, de l'autre côté de la table du restaurant. Lorsque j'avais prononcé mes fâcheux mots et que je m'étais levé, ce n'était pas de la confusion. Ça n'avait jamais été de la confusion. C'était du calcul. Évaluer les options, les voir s'évanouir. Il savait depuis ce dîner. Il avait simplement cru pouvoir y échapper. Il n'a pas pu. Les marchands se sont préparés à partir en silence. Les chaises ont été repoussées, les vestes ajustées. C'est alors que Lelle a pris la parole. Elle a regardé Lucène droit dans les yeux, d'une voix calme et basse, « Mon père t'appréciait. Il me l'a dit une fois. » Une pause. « Je pensais que tu devais le savoir. » Lucène s'est arrêtée. Il n'avait pas de réponse. Il n'y avait aucune réponse à cette phrase. Et chaque personne présente dans cette pièce comprenait parfaitement pourquoi. Durant les mois qui ont suivi, la procédure judiciaire a avancé au rythme habituel des dossiers précis, plus lentement qu'à la télévision, plus discrètement que les rumeurs, mais avec suffisamment de fermeté pour que la partie adverse ne trouve aucune faille où s'engouffrer. La part de 50% héritée par Lelle a été officiellement reconnue à l'issue de la procédure devant le tribunal des successions, après examen complet des registres. La demande de fermeture administrative déposée des mois plus tôt à l'encontre de la succession de Darnel a été contestée et finalement rejetée du dossier, le tribunal ayant conclu que la partie requérante n'avait aucune qualité légitime pour l'initier. Ma qualité d'exécutrice n'avait jamais fait de doute, elle attendait simplement que je l'exerce. La plainte civile contrairement a été déposée par l'intermédiaire de mon avocat. 3 années de prélèvements unilatéraux de revenus sur les intérêts d'une entreprise commune, documentés dans plusieurs États, ont été organisés et présentés selon le même enchaînement que celui qui avait été étalé sur la table de conférence. Les interrogations concernant l'activité financière ont été transmises séparément aux autorités compétentes pour un examen approfondi. Ce qui s'est produit par la suite n'était plus de mon ressort. Ce qui dépendait de moi avait déjà été documenté, structuré, et parlait de lui-même. Les marchands ont engagé des avocats français dans les jours qui ont suivi leur retour chez eux. Ils ont quitté Jacksonville sans rien de ce qu'ils étaient venus chercher. Ni la signature de Lelle, ni l'entreprise, ni la résolution discrète qu'Armand avait pensé négocier dans une salle de conférence avec une femme qu'il avait gravement sous-estimée pendant 3 ans. Ils sont repartis avec des poursuites civiles les talonnant à travers l'océan, et la déclaration écrite d'Isabeau définitivement versée au dossier de ce litige. Le mariage existant de Lucène avec Isabeau a réduit à néant le peu de crédibilité qu'il restait à ses fiançailles. Tout espoir de mariage légitime avec Lelle avait été compromis bien avant qu'elle ne comprenne ce qui se tramait autour d'elle. Les fiançailles ont pris fin discrètement par la suite. Sans cris, sans esclandre,
juste le lent effondrement juridique et affectif d'une relation qui n'avait jamais été ce qu'elle prétendait être. Le plan était mort. Elle ne s'en est pas remise rapidement. Je ne m'y attendais d'ailleurs pas. La douleur de réaliser que l'on a été choisi par intérêt plutôt qu'aimé pour soi-même ne s'efface pas au rythme des calendriers judiciaires. Elle fait son chemin à son propre rythme au plus profond d'une personne, et rien ne peut en accélérer la guérison. Je n'ai pas essayé. Ce que j'ai fait, c'est rester présente sans me montrer envahissante, disponible sans rien exiger. De la même façon qu'on s'assoit près de quelqu'un dans le noir, non pas pour réparer quoi que ce soit, mais pour qu'il ne se sente pas seul. 3 semaines après la réunion, elle est passée à la maison un dimanche après-midi, sans raison particulière. Elle est entrée avec sa clé, comme elle l'avait toujours fait, et m'a trouvé dans la cuisine. Nous avons préparé du thé et nous sommes dirigés, sans en parler, vers le bureau de Darnell. La pièce autour de laquelle nous avions toutes les deux gravité pour des motifs différents pendant 3 ans. Nous nous sommes assises. Le bureau nous accueillait comme il l'avait toujours fait, sa table de travail, son fauteuil, le classeur qui nous avait livré tout ce dont nous avions besoin quand nous avions fini par y regarder de plus près. Le regard de l'aile s'est posé sur le bureau, sur la photographie qui s'y trouvait. Darnell et Armand à ce dîner d'affaires, riant de manière totalement sincère. Je l'avais laissé face visible après les premières décisions de justice majeures. Certaines choses méritent d'être regardées en face une fois que le danger est écarté. Elle s'est penchée pour s'en saisir. Elle l'a contemplé longuement, si longuement que j'ai cessé de l'observer et me suis contenté d'attendre. Puis, elle l'a reposé face cachée sur le bureau, de la même manière que je l'avais fait, reproduisant le même geste sans savoir qu'elle parachevait ce que j'avais commencé. J'ai observé la scène sans mot dire pendant un long moment. Puis j'ai dit, ton père tenait ses dossiers à jour. Il ignorait simplement qu'il servirait à cela. Elle a regardé la photo face cachée. Quelque chose en elle a expiré, pas un son, juste un soulagement. Et elle a hoché la tête lentement. Ils étaient venus pour s'emparer de ce que Darnell avait construit. Ils avaient oublié qu'il m'avait laissé ici.